Bonjour Natacha, et sincèrement un grand merci de la part de l'équipe du Carnaval des possibles de l'Oise d'avoir accepté cette interview. Donc je dis Natacha, mais les gens te connaissent peut-être pas. Donc est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je suis Natacha Gandran, je suis enseignante-chercheur à l'École des mines de Saint-Étienne. Donc voilà, moi je transmets à des élèves ingénieurs des connaissances et des méthodes pour les aider à mieux prendre en compte les questions environnementales dans leur futur métier. Et je fais de la recherche sur comment essayer de mieux connaître les impacts exercés par les activités humaines sur l'environnement. D'accord, merci. Alors, je crois que tu as publié, mais pas toute seule, un livre sur les limites planétaires. Donc, est-ce que tu peux présenter ce bouquin? Parce qu'il va servir de fil directeur à notre conversation. C'est ça, donc j'ai travaillé avec Aurélien Bouteau, qui a été un doctorant dans l'équipe où j'ai travaillé, qui maintenant est à son compte comme conseiller en sciences de l'environnement. Il travaille beaucoup avec des collectivités locales, comme le Grand Lyon, par exemple, la métropole de Lyon, pour les aider à mieux comprendre les questions environnementales, les questions écologiques et sociales aussi. Il travaille beaucoup sur les questions d'injustice, d'équité. Et donc, on avait déjà travaillé ensemble, enfin, on travaille très souvent ensemble. On avait déjà publié un livre aux éditions La Découverte sur l'empreinte écologique en 2009. Et là, on s'est retrouvé face à la même situation, c'est-à-dire un concept, donc les limites planétaires, sur lequel il y avait beaucoup de littérature anglophone, puisque c'est un concept qui a été proposé par des scientifiques issus de Suède, mais aussi d'Australie, un peu du monde entier. Et on trouvait très peu de littérature francophone sur le sujet. On avait souhaité faire un état de l'art pour un peu partager dans la communauté francophone des connaissances qui existent déjà dans la littérature anglophone. D'accord. Eh bien, un grand merci parce que je ne suis pas un grand lecteur d'anglais. Bon, donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une première question que je ressens en tant que citoyen, tout simplement, et en tant que militant pour les transitions, dirons-nous. C'est comment faire pour alerter et mobiliser les citoyens sur les changements catastrophiques à venir. Et de mon point de vue, certains sont déjà en cours, sans que les citoyens sombrent dans la dépression, la résignation, la fatalité ou tout un tas de comportements qui ne les amènent pas à essayer de comprendre, de lutter ensemble, d'agir ensemble au sens, je dirais, de Pablo Servigne, l'entraide. Voilà. Je te Alors laisse bah, la ça, parole. c'est une vaste question à laquelle je ne peux pas du tout prétendre avoir la réponse et que je me pose aussi tous les jours. Avec Aurélien, on se l'est posé parce que quand on a lu, quand on a fait de la biblio du coup pour écrire notre livre sur les limites planétaires, on a tous les deux traversé, sans s'en parler d'ailleurs, on s'en est aperçu après, une espèce de phase de dépression parce que quand on lisait un peu l'étendue de l'ampleur des problèmes, ça amène quand même à se dire, ouais, ok, et qu'est-ce qu'on fait? Après, du coup, enfin, moi, c'est en tant qu'enseignante que j'essaie de répondre à cette question et c'est aussi ça qui me fait m'aider à me lever le matin et garder l'énergie. C'est la transmission aux jeunes et un peu la curiosité intellectuelle, vouloir déjà mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, essayer d'éviter que tout nous tombe dessus sans qu'on comprenne. Mais je pense que voilà, déjà avoir envie de mieux creuser, mieux comprendre quels sont les problèmes, c'est déjà un moteur. Et, euh, et la transmission, le dialogue avec, alors en ce qui me concerne, c'est avec des jeunes générations, puisque mes étudiants, ils ont entre 20 et 25 ans, on va dire. Bah, c'est un moteur parce que personne ne va réussir à résoudre le problème tout seul. Si, voilà, si on va trouver une solution, c'est tous ensemble. Et voilà, moi, c'est là que je trouve mon énergie. Et après, je pense que chaque personne peut trouver sa propre réponse à cette question. D'accord. On travaille dans le cadre du Carnaval des possibles avec plein d'associations et d'organisations, dont les Colibris. Et donc là, tu viens de me dire que tu fais ta part. Et J'essaie. voilà, sur un champ où tu te sens en capacité d'intervenir utilement, quoi, en quelque sorte. Dans la réponse que tu m'as faite, j'avais l'impression de lire une partie du livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, L'effondrement, sur le fait que dès l'instant où on aborde ces questions-là, avec lucidité, les gens passent, ce qui n'a pas été votre cas, puisque vous êtes scientifique sur cette question, par une phase de déni,
vous, pour vous, le déni, non, puisque vous êtes au courant que ça existe, mais une phase de dépression, certains une phase de colère ou de résignation, avant de passer à l'action collective pour se libérer de ces déterminismes, quoi. J'ai vraiment enfin, il y a beaucoup de personnes que j'interviewe et qui disent un petit peu avec leurs mots la même chose que ce que tu viens de dire. Alors, le fait de comprendre et de constater, soit, mais la question, c'est, d'ailleurs je viens de le dire dans ma question en définitive, c'est comment agir. Et donc je reviens au livre que tu m'as présenté, là, le dernier que vous avez fait, Les limites planétaires. Euh, il y a, vous reprenez un débat historique sur le fait qu'il y a certaines personnes, et je pense que certaines continuent à le penser, que faisons confiance à la science et que les techniques résoudront tout. Et j'ai cru comprendre que ce n'est pas tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que quelles que soient les ressources qu'on pourra trouver, quelles que soient les techniques développées, à un moment donné, par rapport aux problèmes de pollution ou à d'autres problèmes que vous avez pointés, les limites planétaires sont déjà atteintes et il y a des risques majeurs. Est-ce que tu peux développer un petit peu ces différents aspects? Alors déjà, enfin, sciences, techniques, c'est différent. Enfin, Oui. c'est pas, il y a des scientifiques en sciences humaines qui travaillent sur les comportements, sur les politiques, etc. Et voilà, et la technique, enfin, les techniques peuvent émerger d'autres choses que de la science, de l'innovation de n'importe qui. Euh, L'autre chose, oui, voilà. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait de la science au sens travailler sur. C'est aussi la science, c'est des scientifiques. D'ailleurs, les limites planétaires, c'est un concept scientifique et c'est un concept qui a émergé grâce au travail de beaucoup de scientifiques de disciplines différentes. Donc, ils travaillaient depuis très longtemps, puisque la plupart des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, on ne les découvre pas. Le changement climatique, il est connu, documenté depuis les années 70, voire plus ancien. La couche d'ozone, c'est pareil, ça a émergé dans ces années-là aussi. En fait, les problèmes sont connus et documentés depuis longtemps. Et c'est bien qu'il y ait de la science pour travailler dessus, pour mieux les connaître. Après, justement, la question des solutions, je pense que c'est un autre problème. C'est le lien entre le politique et le scientifique et le citoyen, et les politiques, les citoyens et les scientifiques, parce qu'il y a un peu autant d'avis différents que de personnes. Et on peut effectivement pas tout attendre de la science. On peut non plus pas tout attendre de la technique, même si on en a besoin. Enfin, moi, je n'opposerai pas soit l'un, soit l'autre, parce qu'on a besoin, je pense vraiment de tout le monde. On a besoin des scientifiques, on a besoin de gens qui développent des techniques qui, qui vont être intéressantes et que les gens vont s'approprier. Je ne sais pas, par exemple, le vélo électrique, eh ben, ça peut permettre à plus d'endroits, à plus de personnes de faire du vélo. Donc, pourtant, c'est une technique, donc on a besoin de certaines techniques. Après, là où on dit qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les techniques de géo-ingénierie. Il y a certaines personnes qui pensent que l'homme va pouvoir, par exemple, venir réduire les problématiques de changement climatique en mettant des miroirs autour de, autour de la Terre ou en mettant des aérosols dans l'atmosphère pour modifier les équilibres climatiques. Donc ça, et on n'est pas seul de le dire, hein, le GIEC le dit aussi. Euh, c'est des techniques pour lesquelles il faut être très prudent et pour lesquelles il faut d'une part essayer de bien anticiper à l'avance les effets secondaires potentiels, les dommages collatéraux, et aussi les problèmes que cela peut poser en termes de gouvernance. Le GIEC, par exemple, dans son dernier rapport, dit que si on veut rester dans la limite des 1,5 degré d'augmentation moyenne de la température mondiale, alors on va fort probablement avoir besoin de capter du carbone par des méthodes de séquestration biologique, donc de planter en gros des cultures à la fois énergétiques et des cultures aussi pour des forêts pour capter le CO2. Mais il souligne aussi le fait que ça pose des problèmes de gouvernance parce que ça prend de la place sur les terres, etc. Donc,
voilà, moi j'aurais tendance à pas opposer technique ou comportement, technique ou politique, technique ou science. Enfin, je pense on a besoin d'agir à tous les niveaux et de développer une vision vraiment systémique et complète qui est très complexe à avoir et je pense qui est un peu impossible à avoir par une seule personne. Donc, ça nécessite beaucoup de dialogue entre les différents points de vue et les différentes personnes. D'accord. Tu as eu tout à fait raison de me reprendre sur le fait que j'avais globalisé sciences et techniques. Et tu as tout à fait raison. C'était vraiment cette idée qu'il y a un certain nombre de personnes, y compris des gens qu'on peut croiser dans la rue, indépendamment enfin dans toutes les sphères. Ce que tu as employé le mot de géo-ingénierie. Il y a de la pollution, on envoie les déchets dans l'atmosphère ou vers la Lune, etc., etc. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se poser des questions, on trouvera toujours une solution. Or, j'ai cru comprendre justement que dans votre livre, hormis cet aspect, les limites de la technique, qui est une limite en même temps politique, il y avait un autre aspect, c'était euh, le fait qu'on s'est peut-être trop focalisé sur la question de la limite des ressources. Or, justement, les nouvelles techniques permettent d'en découvrir de nouvelles de plus en plus, même si elles sont de plus en plus avec des coûts d'extraction et des coûts écologiques qui deviennent eux-mêmes problématiques. Mais bon, c'est un autre débat, je ne vais pas l'aborder avec toi. Et par contre, on a déjà atteint beaucoup de limites au niveau de ce que ça produit d'un point de vue pollution, d'un point de vue écologique et d'un point de vue environnemental, et dont on commence déjà à vivre les conséquences. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point sur Ouais. les limites que vous avez déjà perçues sur toutes les pollutions? Je pense pollution avec un S, hein. Mhm. Donc, effectivement, alors c'est pas juste que nous, puisque comme je dis, c'est surtout un travail bibliographique qu'on a Ouais, fait. ouais. Et donc, effectivement, dans les années 80, il y avait un économiste, Julian Simon, et un biologiste, Paul Ehrlich, qui avaient fait un pari. Ils avaient parié que dans 10 ans, alors ouais, au bout de 10 ans, l'économiste pariait que le prix des ressources naturelles aurait baissé. Et le biologiste disait, ben non, avec le développement qu'on connaît aujourd'hui, le prix de ces ressources va avoir augmenté. Donc, ils ont parié là-dessus dans les années 80. Et l'économiste a dit au biologiste, choisis les ressources minérales que tu veux. Donc, il en a choisi 5. Et effectivement, c'est l'économiste qui a gagné. 10 ans après, alors qu'on a vu une augmentation de la population, une augmentation du PIB, le prix des ressources minérales qui étaient étudiées avait baissé grâce, effectivement, comme tu le disais, à la technique qui permettait d'utiliser d'autres ressources ou d'optimiser l'utilisation des ressources. Et au même moment, dans les années 80-90, a émergé la prise de conscience qu'on utilisait en gros la biosphère non seulement pour y venir épuiser des ressources, donc les ressources biologiques, les ressources minérales, l'eau, etc. Mais qu'on lui demandait aussi d'assimiler les déchets qu'on allait émettre, déchets qui peuvent être solides, mais qui sont aussi des déchets atmosphériques, la pollution atmosphérique ou la pollution de l'eau. Et dans les années 80, il y a eu le GIEC qui a été créé en 1987 sur l'étude du changement climatique, parce qu'on s'est aperçu que quand on consomme des ressources fossiles, et ben effectivement, s'il n'y a plus de charbon, on va utiliser du gaz. S'il n'y a plus de gaz, on utilise du pétrole, ou l'inverse. Mais dans tous les cas, quand on les brûle, on va déplacer le carbone qui était jusqu'à présent stocké dans le sol, on va le déplacer, on va le mettre dans l'atmosphère et qu'on ne fait pas ça impunément parce qu'on va modifier les équilibres du climat et que ça a des conséquences dont on voit enfin, dont on commence aujourd'hui à voir très très concrètement les conséquences qui sont très, très dramatiques. Mais ça, j'imagine que vous en parlez par ailleurs dans le Carnaval des possibles. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient sur le climat. Il y avait d'un autre côté des gens qui travaillaient sur la couche d'ozone, qui a émergé aussi, le problème de la couche d'ozone stratosphérique qui a émergé dans les années 80. Il y avait d'autres gens qui travaillaient sur la question de la biodiversité, d'autres gens qui travaillaient sur les cycles de l'azote et du phosphore. Donc, on utilise aussi, là, c'est plus dans l'agriculture, par exemple, où on va utiliser de l'azote et du phosphore comme amendement sur les sols, ce qui a permis d'augmenter la productivité des sols et effectivement de diminuer l'usage de sol, enfin d'une ressource qui est aussi l'espace et les sols, mais qui, si on en utilise trop de ces amendements, quand il pleut, ça va être en gros transporté
dans les nappes phréatiques, dans les rivières, et ça va créer des problèmes comme l'eutrophisation, les algues vertes, etc., que vous devez aussi avoir, j'imagine, sur votre territoire. Donc, et, et tous les gens, enfin, chacun était spécialiste un peu de son domaine, de son problème, en gros. Et en 2009, à l'initiative de Johan Rockström, qui est un chercheur agronome qui travaille au Stockholm Resilience Center, il a rassemblé des gens qui travaillaient sur des problématiques différentes, donc celles que je viens de citer, l'utilisation des sols aussi, l'eau douce, etc. Et ils ont réussi à construire un cadre pour essayer d'observer chacun de ces problèmes avec un peu la même grille de lecture pour pouvoir identifier. Donc, ils ont identifié 9 limites qu'ils appellent des limites planétaires, 9 thèmes qui sont des sujets de préoccupation au niveau mondial et où on peut définir ce qu'ils appellent une variable de contrôle. Donc, typiquement, pour le changement climatique, la variable de contrôle, ça va être la concentration de CO2 de l'atmosphère, par exemple, et où on s'aperçoit que si on dépasse cette variable, alors on va avoir des phénomènes qu'on appelle de rétroaction positive. Alors, ce n'est pas forcément positif pour la capacité de l'homme à vivre sur la Terre, mais c'est positif par rapport au changement climatique, c'est-à-dire, autrement dit, ça s'appelle des phénomènes d'emballement. C'est-à-dire, typiquement, l'exemple le plus classique, ça va être la fonte du permafrost, donc les terres qui sont tout le temps gelées dans le nord, quoi, voilà, en Sibérie par exemple, voilà, qui vont se réchauffer et qui vont fondre. Et donc, du coup, en fondant, ça va dégager, par exemple, du méthane qui va lui-même contribuer encore plus au changement climatique. Et donc, ça a été déjà très documenté depuis très longtemps sur des écosystèmes locaux. Par exemple, une mare, on sait que si on coupe l'arrivée d'eau de la mare, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau et tous les écosystèmes qui étaient très riches, très vivants, il va disparaître. Mais là, le problème, c'est que voilà, bon, si une mare disparaît, à la limite, les espèces, on peut les mettre ailleurs. Là, le problème, c'est que ça concerne l'écosystème planétaire. Et que si on dépasse le seuil, et ben là, on ne sait plus, enfin, voilà, on ne peut pas changer la mare de place. C'est plus à cette échelle-là. C'est vraiment sur l'ensemble de la planète où on risque d'être entraîné dans des phénomènes de rétroaction positive et de voir les phénomènes s'amplifier et avec des conséquences qui vont rendre encore plus difficile la capacité de l'homme à vivre sur Terre. D'accord. Alors, je reviens à ma première question. Là, tu viens de parler de notion d'effet de seuil, en quelque sorte. Il y a une résilience, puis à un moment donné, tout bascule, mais pas tout partout. C'est pas la notion d'effondrement telle qu'elle a été, de mon point de vue, mal comprise. Le monde ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais ça va être par petits bouts qui va créer encore plus d'inégalités et tout le tintouin. Je reviens donc à ma première question sur comment mobiliser les gens, parce que si on t'écoute, tout du moins une partie de au tout début, tu as dit la limite concernant le réchauffement climatique, c'était 1,5. Ça, c'était les intentions de l'accord de Paris en 2015, mais j'ai cru comprendre que la plupart des scientifiques du GIEC, voire d'autres sources au CNRS et autres, ils sont maintenant sur des courbes réalistes autour de 2, 2,5 pour les années 2050 et beaucoup plus à la fin du siècle. Donc on est déjà dans cet emballement. Et je reviens à ma question initiale. Aujourd'hui, il fait très beau. On est le 14 septembre. Donc, à la limite, on est content. On préfère ça qu'une grosse pluie. Enfin, quoique, je ne suis pas agriculteur. Mais les gens ne perçoivent pas encore. Or, pourtant, c'est déjà là. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une inertie du gaz carbonique, du méthane, surtout du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, c'est déjà trop tard. Alors, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais est-ce que je peux, d'après toi, est-ce qu'il est déjà trop tard ou est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose? Et ce sera pour conclure, on terminera là-dessus parce que je ne veux pas te retenir avec tes étudiants, puis on aura fait le temps. C'est à la fin de votre bouquin, donc les limites planétaires, vous insistez sur la nécessité de changer les modes de production et de consommation. Donc, quelle piste pour changer concrètement? On n'est pas dans le domaine scientifique
de la connaissance. On est dans l'action citoyenne politique. Et en quoi un scientifique peut influer dessus, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de gens du GIEC qui étaient eux-mêmes en dépression quand ils voyaient que tout ce qu'ils racontent a peu de prise pour l'instant avec les politiques. Donc je dis ça, ça peut sembler fou ce que je raconte, mais je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, ton point de vue là-dessus, sur comment s'y prendre pour changer les modes de production et de consommation en tenant compte de toutes les connaissances que tu as, que vous avez en tant que collectif, et de l'inertie, je dirais, de la sphère économique et politique, quoi. Oui, alors là, enfin, moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus et je pense pas avoir de réponse là-dessus. Aurélien, on a peut-être, enfin, il en a plus parce que lui, il travaille vraiment en conseil des collectivités locales, mais il pouvait Ouais. pas être là aujourd'hui, il s'en excuse. Alors lui, ce qu'il défend comme position, c'est de dire que grâce à l'économie des ressources fossiles, on a emmagasiné beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices qui nous ont permis, enfin nous, dans nos pays comme la France, hein, dans les pays dits occidentalisés, d'avoir un certain niveau de vie et de confort. Et Aurélien dit qu'en fait, tout l'argent qui a été gagné grâce aux énergies fossiles, il faudrait l'utiliser aujourd'hui pour affronter la question du changement climatique. Donc, aider les pays, en particulier les pays du Sud, mais aussi nos pays, à s'adapter. La question de l'adaptation, elle est primordiale parce qu'on sait que ça va arriver, effectivement, comme tu le disais. Voilà, typiquement, s'il y a un agriculteur qui va voir ses terres être inondées par la montée des eaux des océans, qui c'est qui prend en charge le fait qu'il soit déplacé? S'il y a une île où il y a des milliers d'habitants qui habitent et qui ne pourront plus habiter là, et ben, qui c'est qui va prendre en charge? Est-ce qu'on laisse les gens migrer sans les aider? Alors que si leur île est inondée, c'est parce que nous, on a augmenté notre niveau de vie et qu'il y a aussi beaucoup, enfin, collectivement, hein, on a tous gagné de l'argent grâce à l'utilisation des ressources fossiles. Donc voilà, l'idée défendue par Aurélien, c'est d'utiliser la rente pétrolière, en gros, l'argent, mais pas juste la rente de ceux qui ont dépensé, enfin, qui ont extrait le pétrole, mais l'argent collectivement pour pouvoir travailler sur la réduction des émissions et aussi sur l'adaptation de nos sociétés. Donc, il y a des enjeux financiers qui sont très, très forts derrière. Après, voilà, moi, je suis plus une scientifique, donc j'ai moins d'avis politique, on va dire. Oui, oui. Mais je pense que la clé de la réponse, elle est sur le champ politique. Et c'est vrai que moi, je m'inquiète beaucoup, en particulier avec l'évolution de la crise sanitaire. Comme je te disais, je suis pas mal prise par mes étudiants en ce moment parce que voilà, on doit affronter une crise sanitaire. Au début du confinement, on se disait, bah, enfin, les écologues, on se disait, bah, quelque part, c'est super, c'est une prise de conscience sur les impacts des avions, par exemple, des transports, etc. Et aujourd'hui, bah, moi, je suis un peu désolée parce que je constate que, OK, on demande aux gens de mettre des masques, très bien, on le fait, mais on n'a pas demandé aux gens, par exemple, de moins se déplacer en avion. Il y a eu des prescriptions qui ont été faites là-dessus, mais pas autant que ça aurait été nécessaire pour essayer de mieux maîtriser les échanges internationaux. Après, c'est très complexe parce qu'il y a des enjeux, il y a des tas d'enjeux géopolitiques et que tous les pays dépendent les uns des autres. Par exemple, avec une doctorante qui travaille sur les ressources naturelles, voilà, elle m'a appris qu'en fait, en Europe, non, en France, on n'extrait plus de minerais de fer, par exemple. Donc, du coup, on dépend sur un truc aussi basique que le fer, on dépend de l'extérieur, enfin des autres pays. Donc, tous les pays, c'est pas une solution de dire chacun ferme sa porte et chacun se replie chez soi. C'est une solution ni économique, ni éthique, ni humaine, mais écologiquement, c'est vrai qu'il faut qu'on s'interroge sur nos dépenses énergétiques, qu'elles soient faites par la mobilité, par la consommation, par le logement, etc. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire au Carnaval des possibles à notre petit niveau. Et on essaye donc, en s'appuyant sur des alternatives locales déjà, de mobilité douce, de permaculture. On est sur tous ces champs-là, mais on sait qu'on a besoin d'éclairer ces initiatives
de connaissances scientifiques et politiques, parce que tu l'as bien dit, c'est une question de levier. Alors sur les questions financières, comme je suis à attaque aussi, donc on ne va pas en parler, mais c'est effectivement des réformes de la fiscalité écologique, de la fiscalité en général. Donc c'est des débats à ce niveau-là. Je terminerai simplement sur une petite question. Je ne sais pas qui a travaillé sur ça, c'est plus en sciences humaines, mais en gros, au bout d'un an, les gens oublient. On oublie ce qu'on a vécu. C'est un mécanisme psychologique. Et c'est comme si maintenant, alors qu'on est en train, alors je ne parlerai pas de deuxième vague parce que je ne sais pas si c'est une deuxième vague, on ne sait pas, mais le virus est toujours là, c'est clair. Les gens ont oublié ce qui s'est dit massivement et d'un point de vue scientifique au tout début de la crise, c'est que c'était ce virus, même s'il y en a déjà eu dans l'humanité, il y en aura d'autres, c'était fondamentalement la, la- la visibilisation, si je puis dire, des dérèglements de par la destruction de la biodiversité, des territoires des animaux sauvages, etc. Or, cet aspect-là devrait être mis en permanence dans le débat actuellement pour que les gens touchent bien qu'on est embêté actuellement, et embêté était un mot faible, j'ai essayé d'être poli, et on vit déjà des conséquences de ces dérèglements. Euh, c'est trop rapide, mon analyse, ou tu la partages un petit peu? Non, je la partage complètement, hein. D'ailleurs, enfin, on va bientôt publier un article parce qu'en fait, nous, notre livre, il est sorti en mai, mais on l'avait écrit avant, on l'avait bouclé en décembre. Donc, on n'évoque pas du tout le lien. Mais en fait, justement, ces histoires de seuil, il y a des on appelle ça en biologie je traduis dans ma tête, des, des signaux, des, Oui, avant, avant-coureur. avant-coureurs, voilà, ou des signes précoces, voilà, early warning signals. Ça sonne mieux en anglais. En fait, c'est voilà, des signaux qui nous alertent rapidement, enfin en tôt. Et en fait, pour moi, cette crise, c'est typiquement un signal avant-coureur d'autres crises qui risquent et qui vont arriver et remettre en cause nos modes de vie. Là, déjà, on le voit, ça remet en cause nos modes de vie. Malheureusement, les réponses sont… En fait, l'idéal, c'est de trouver des réponses gagnant-gagnant. Typiquement, réduire les échanges aériens des gens, c'est gagnant à la fois pour le climat et pour le Covid. Voilà, utiliser des masques jetables, eh ben, c'est gagnant pour le Covid, à la limite, si les gens les portent bien et encore. Et c'est perdant sur les déchets, les cours d'eau, etc. Et donc ça, c'est pas une solution gagnant-gagnant. Bon, déjà, utiliser des masques lavables, euh, c'est plus, c'est neutre, plus neutre sur les aspects environnementaux. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir l'idée, c'est-à-dire qu'on va avoir des crises, il faut qu'on soit préparé à les affronter. Et quelque part, je trouve ça bien qu'on ait des crises parce que ça augmente la résilience des systèmes. En fait, on s'aperçoit qu'il vaut mieux avoir plein de petites crises. Les systèmes, ils sont plus résilients que si d'un coup, il y a une énorme crise. Mm. Finalement, voilà, c'est pas plus mal d'avoir des crises parce que de toute façon, il y en aura. Mais, et ça nous prépare aussi à se remettre en cause. Mais moi, ce qui me manque aujourd'hui dans la réflexion sur le Covid, c'est qu'on le déconnecte des autres réflexions et que, alors que voilà, il y avait eu effectivement plein d'articles très intéressants, dont Dominique Béda, que vous invitez aussi, sur le monde d'après. Et ben aujourd'hui, dans les solutions qui sont préconisées, elles ne prennent pas en compte ces idées sur le monde d'après et être gagnant sur les différents tableaux, quoi. Avoir des solutions qui permettent aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi d'être plus résilient par rapport à d'autres phénomènes. Et ça, je pense que c'est des grilles de lecture qu'on peut, à l'échelle individuelle, essayer de développer et pour lesquelles je pense que ce serait bien que ce soit développé plus largement. Après, je ne dis pas que c'est facile et moi, je ne jette pas la pierre. J'aimerais vraiment pas être en poste de décision aujourd'hui parce que c'est vraiment très compliqué de prendre des décisions pour gérer cette crise, hein, on aperçoit. Mais juste, voilà, le petit message, ce serait essayer de penser à des solutions qui sont bonnes face aux problèmes urgents qu'on rencontre, mais qui sont aussi bonnes sur le long terme face aux problèmes écologiques qui vont nous arriver
à coup sûr et qui nous arrive déjà effectivement là, le temps qu'on a en ce moment, moi ça m'inquiète quoi parce que voilà, c'est pas Mhm. normal et effectivement tous les agriculteurs, ils ont des gros problèmes d'approvisionnement en eau, enfin c'est assez dramatique. On va arrêter là tout simplement parce que tu as cours et puis on avait dit que c'était un format. Il n'y a pas de raison que tu aies plus de temps que les autres. Non, non, c'est pas vrai. Simplement, comme tu as dit que vous allez publier un complément ou un fascicule, n'hésite pas de nous en faire part, puisque comme tu as eu la gentillesse donc de venir à notre interview, on fera de la pub pour vos travaux via nos moyens de communication, comme ça on vous fera connaître. Deuxième chose, si d'aventure vous passez par l'Oise et si d'aventure le carnaval est autorisé, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, c'est gratuit. Et puis je terminerai en te demandant, est-ce que tu as un petit mot pour le carnaval des possibles? Bah, Je te prends de court là. j'aurais tendance à dire amusez-vous bien parce que c'est important par les temps qui courent. Voilà, même si les chances sociales est compliqué, d'essayer aussi de trouver du bonheur dans ce qu'on fait. Tu disais on oublie au bout d'un an. Et je me disais, oui, on oublie, mais sauf si on met en place une action qui nous plaît. Par exemple, voilà, si on passe au vélo et au final, le vélo, on trouve ça sympa et que ça nous fait du bien personnellement, et ben, on n'oublie pas et on garde le vélo, quoi. Donc, je pense que c'est aussi important de se faire plaisir dans des solutions plus écologiques. D'accord. Eh bien, écoute, on te remercie. Et puis, alors, peut-être, toi, tu es toi-même intervenante localement dans d'autres fêtes du possible du côté de Saint-Étienne, c'est ça? C'est ça. Bon, eh bien, alors, tu leur transmettras le bonjour et puis ce sera peut-être un lien national qui se crée. En tous les cas, merci beaucoup et puis peut-être une prochaine fois. Et Bah, bon merci courage. beaucoup. Au Merci revoir. et bon festival, bon carnaval. Au revoir. Merci. Au revoir.